Alors je vais vous dire, on va faire une chose extrêmement simple. On va énumérer ce qui s'est passé début novembre. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre. Eh bien, depuis quelques jours, ce qui s'est passé, attendez, et en partie, on ne parle pas de tout, on parle de ce qui a été raconté dans tous les médias. D'abord, voilà, ce week-end en France, 3 tués au couteau, 5 tués par balle, 4 blessés à la hache, une dizaine de quartiers en proie à des émeutes et pillages, 1000 autres blessés et plus de 100 viols. Voilà. Par exemple, France 3 Paris Île-de-France raconte, le 6 novembre, agression à la hache dans le RER E, 4 adolescents présentés à un juge, voilà. Mise en examen ou en vue pour tentative d'assassinat. Violente agression à coups de hache dans le RER E qui s'est déroulé à Ozoir-la-Ferrière lundi dernier. Pas mal. Alors, 4 lycéens frappés à la tête, blessés au bras, à la main, etc. Voilà. Donc, les agresseurs présumés ont été présentés hier. On va voir ce qui va se passer. Écoutez un tout petit sonore par rapport au RER E. Et je ne sais pas si on l'a. Vous savez, c'est quand il dit « Oh, ils vont les représailles ». Allez-y, on va écouter ça. Ah, même moi, j'ai des amis à Ozoir, donc voilà. Mais peut-être qu'il y a des gens qui s'aiment pas dans ma ville et dans leur ville et qui font qu'ils se battent. Mais sinon, normalement, il n'y a rien du tout. Regardez, là, je suis à Ozoir, il se passe rien du tout. Je pense même fortement qu'il y aura des représailles parce que c'est comme ça. Les petits, ils se sont fait frapper, ils voudront se venger. Voilà, c'est comme ça, c'est normal. C'est sûr que les parents, ils vont plus laisser leurs enfants sortir. Ah, ça va pas être pareil qu'avant. Eh oui, je suis à Ozoir, il se passe rien, mais en même temps, ils vont se venger, parce que ceux qui ont agressé, ils vont se venger. Voilà, c'est comme ça. Et puis on sort pas le soir, voilà. En 3 mots et demi sont résumées les contradictions tout à fait intéressantes. Voilà, Ozoir-la-Ferrière. Mais attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Ce qui se passe en ce moment, écoutez bien. C'est dans le Figaro. Une vingtaine de vigiles quadrillent de 7h30 à 22h une zone située à la frontière du 19e arrondissement de Paris et d'Aubervilliers. BNP Paribas propose même à ses salariés d'être raccompagnés par un vigile du bureau jusqu'au RER. Voilà. C'est-à-dire que les employés de BNP Paribas, mais beaucoup d'autres, pour reprendre le RER, rentrer chez eux après leur travail, eh bien, il faut maintenant des vigiles. Voilà, il faut les accompagner. J'imagine que nous allons arriver à un policier par habitant. Voilà, on est, je ne sais pas, à 60 millions d'habitants, eh bien, il faudra 60 millions de policiers pour accompagner chaque habitant. Voilà. Et ce qui se passe, eh bien, à la frontière du 19e et d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, de nombreux toxicomanes errent dans les rues. On les appelle les zombies. Ils essaient de gratter quelque chose quand ils sont en manque, ils cassent des vitres de voitures, urinent et défèquent dans les parkings, dépeignent un policier de terrain, ça génère une insécurité constante pour les gens. Ah oui, c'est vrai, tiens, comment ça se fait que ça génère une insécurité constante? Ah bon? Un sentiment d'insécurité parce qu'on voit les zombies. Ah oui, il paraît qu'on peut aussi tomber sur des tarés qui sortent un couteau. Eh oui. Mais il paraît qu'on va interdire les couteaux, donc tout ira bien dans le meilleur des mondes. Cahors, le 30 octobre. Un règlement de compte entre bandes rivales pourrait être à l'origine du différend. Alors les policiers ont dû intervenir sur une bagarre impliquant plusieurs individus sur le boulevard Gambetta à Cahors, dans le Lot. À Cahors, dans le Lot. Je rappelle, c'est pas à Paris, c'est pas à Marseille, c'est pas à Lyon, c'est à Cahors. Voilà. Rix près du kebab L'Agora, un groupe d'adolescents, il paraît que ce serait un point de deal. En tout cas, les pompiers ont pris charge des 3 personnes blessées, etc., etc. On a rapidement retrouvé les auteurs qui sont majeurs. Voilà, garde à vue. Alors, on ne sait pas, règlement de compte entre bandes de dealers ou autre chose, on ne sait pas. La Dépêche, le 2 novembre, la fusillade de Poitiers, l'adolescent de 15 ans est mort. Le mineur de 15 ans, qui avait été gravement blessé à la tête au cours d'une fusillade à Poitiers jeudi, a succombé à ses blessures. Oui, il y a eu il y avait 4 mineurs qui avaient été blessés par des coups de feu tirés devant un kebab dans le quartier des Couronneries. Voilà, un homme qui se serait livré à la vente de produits stupéfiants est activement recherché. Voilà. Et puis, vous savez, on en a parlé, le meurtre de Nicolas en Ardèche, Nicolas qui allait dans une boîte de nuit, là, voilà, il est mort, on lui a tiré dessus alors qu'il rentrait dans une boîte de nuit.
C'était un rugbyman. Je rappelle qu'il est à la même équipe de rugby que Thomas, qui a été égorgé, éventré à Crépol. Voilà. Il était dans la même équipe. Et bien, une discothèque à l'Ardèche. Voilà un autre qui a été. On lui a tiré carrément dessus à bout portant. Voilà. Et encore une fois, ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg de cette France orange mécanique qu'a bien décrite Laurent Oberton il y a déjà 12 ans. Bonjour Laurent Oberton. Bonjour André Berkoff. Alors dites-moi Laurent Oberton, depuis vous avez écrit effectivement Guérilla, vous avez écrit beaucoup de livres, vous avez écrit effectivement, on vous a reçu récemment pour votre plus récent livre. Je voudrais savoir, est-ce que quand vous avez écrit Orange Mécanique, quand vous avez commencé à faire l'enquête et regarder tous les journaux régionaux, vous avez fait un travail très intéressant et d'ailleurs il s'est traduit par un énorme succès. Est-ce qu'en 12 ans, il y avait déjà tout cela dans le travail d'investigation que vous aviez fait pour la France Orange Mécanique ? Là, on a clairement augmenté le nombre des faits recensés. Enfin, c'est vertigineux. Moi, j'ai fait exactement comme vous. J'ai passé en revue là depuis simplement les 7 derniers jours tout ce qui s'était passé et qui était relaté par la presse. Il faut bien préciser que c'est la part émergée de l'iceberg. Et encore, hein, vous en avez oublié un certain nombre. Par exemple, la même nuit que Nicolas, Erwan, 21 ans, est mort poignardé sur le parking d'une boîte de nuit en Alsace. Là, moi, ce matin, j'ai relevé un SDF défavorablement connu sous OQTF depuis 3 ans qui a planté son tournevis dans la gorge d'un homosexuel. Ça, c'est à Montpellier. Une femme qui promenait son bébé en poussette à Lyon qui a été agressée et violée par un individu qui s'est livré à 3 autres agressions sexuelles en 2 jours. Tout ça, c'était hier et avant-hier. Et j'ai une liste comme ça d'une 40aine de faits qui, à chaque fois, impliquent des individus qui sont déjà connus de la police ou de la justice. À chaque fois. À chaque fois. Dans 100% des cas. Et la plupart du temps avec un passif migratoire. Ce sont des individus, la plupart du temps, dans quasiment toutes les affaires, qui sont issus de l'immigration. Donc c'était déjà ce que j'expliquais à l'époque. Les chiffres étaient moins préoccupants. Pourtant, ils l'étaient déjà. Mais aujourd'hui, ils n'ont cessé d'augmenter. C'est simple. Depuis l'écriture de la France Orange Mécanique, chaque année, a établi un nouveau record de violence aux personnes constatées. Donc chaque année, c'était pire que l'année d'avant. Et ça n'a jamais été démenti depuis. Ouais. Et ce qui se passe, Laurent Oberton, alors c'est quoi ? On revient toujours aux mêmes choses. Alors, est-ce que c'est, d'un côté, laxisme des autorités, la justice qui renforce l'impunité au lieu de sanctionner le délit ? Est-ce que on revient toujours aux mêmes sources ou il y a quelque chose qui s'est ajouté depuis ? Alors, il y a 2 choses. Il y a déjà ce laxisme que je dénonçais déjà à l'époque. Par exemple, là, vous avez tous entendu parler de ce prédateur jordanien qui était déjà condamné, qui était connu sous une dizaine d'identités, qui était sous 3 OQTF et qui a violé une patiente inconsciente à l'hôpital Cochin. Il encourait 20 ans de prison. Il y a eu 12 ans de requis, alors qu'il n'y avait que des circonstances aggravantes dans cette affaire. Et le verdict, c'est 11 ans de prison. Et la peine réelle effectuée, suivez cette affaire de près, vous verrez que pour bonne conduite et pour remise de peine automatique, ça sera pas du tout 11 ans au final. Et comme tous ces individus sont connus, cette minorité criminogène, elle jouit d'une impunité stratosphérique. Si si la justice décidait fermement de la retrancher du paysage en disant maintenant ça suffit, les crimes sont condamnés à la hauteur de ce que prévoit le code pénal, l'insécurité baisserait évidemment. Mais malheureusement, on n'en est pas du tout là. Et l'autre phénomène préoccupant, ce sont ces armes blanches, ces bandes qui sortent les armes blanches pour rien. Il y a des exactions devant les écoles, dans les RER, dans les quartiers, partout, parce que ces groupes se promènent avec des armes. Quand ils rencontrent un groupe qui n'est pas du même quartier qu'eux, il y a affrontement et il y a aucune réflexion avant de sortir la hache ou le couteau ou la machette. Et ça se finit évidemment souvent avec des blessés très graves. Oui, et c'est-à-dire que vous voulez dire qu'en fait, il n'y a aucune retenue. C'est-à-dire, c'est la bande, je dirais, c'est la bande hostile, c'est la bande ennemie, donc il faut les finir d'une manière ou d'une autre.
C'est exactement ça. Si vous avez une bande qui fait un blessé d'un côté, effectivement, les autres ne vont penser qu'à se venger pendant des jours. Elles vont monter une expédition punitive et ça ira encore un peu plus loin. Et après, les autres vont se dire, s'ils ont sorti les hachettes, on va sortir les armes à feu. Et comme ça, ce genre de vendetta à l'infini. Parce que pour ces groupes-là, la manière qu'ont leurs membres d'exister, de se faire respecter, c'est de montrer qu'ils n'ont pas peur de la violence, qu'ils sont capables de sortir une machette et de frapper comme ça et de tuer. Et au sein de leur bande, c'est ça qui est terrible, mais c'est comme ça qu'ils sont respectés. Et voilà, et qu'ils acquièrent un statut dans ces groupes-là. Mais alors, Laurent Berton, est-ce que la police, en fait, n'est pas une des bandes ennemies et considérée comme un clan ennemi? Ça devient ça, quelque part? Ah oui, la police, elle est perçue comme une force d'occupation. Pour eux, ce sont leurs quartiers, leur territoire de chasse. On le voit avec les trafics, ils ont leur point de deal, et les policiers seront traités comme des ennemis s'ils tentent d'y faire irruption, et n'importe qui d'autre d'ailleurs. Donc c'est ça, c'est réellement on est dans une mexicanisation très très avancée. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, qui a employé le mot de mexicanisation, effectivement. Alors il a raison dans à peu près tout ce qu'il dit, mais maintenant que peut-il faire? Le problème, c'est qu'il est seulement ministre de l'Intérieur et qu'il n'a pas la main sur l'appareil judiciaire, par exemple. Alors on va en parler juste après cette petite pause, Laurent Berton. Vous restez avec nous sommes avec Laurent Berton. Je rappelle, la France, Orange Mécanique, mais énormément d'ouvrages depuis. Qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, et qu'est-ce qu'il peut faire? Nous sommes toujours avec Laurent Oberton. Et nous analysons effectivement ce qui se passe. D'ailleurs, on a donné l'inventaire, vous en avez ajouté beaucoup d'autres, Laurent Berton, avec raison, de ce qui se passe en quelques jours. Et encore, c'est la partie émergée de l'iceberg de la violence. Alors justement, on finissait sur Bruno Retailleau. On disait, mais que peut-il faire? En fait, que peut faire et que fait? Est-ce que, je veux dire, sans aller jusqu'à Nayib Bukele et ce qui se passe au Salvador, est-ce qu'aujourd'hui, en France, en 2024, il y a le pouvoir de changer de logiciel concernant cette espèce d'insécurité et de violence en France? Alors, ça implique des mesures extrêmement fermes pour retirer les criminels des rues. Donc, une application du code pénal beaucoup plus rigoureuse. On a les lois, Laurent Berton, les lois existent. Il faut les appliquer, c'est ça? Très clairement, les lois existent. À chaque fois, si vous mettez plein tarif pour, je sais pas, un voleur, un violeur, un agresseur, si vous lui mettez à chaque fois le tarif maximum prévu par le code pénal, je vous garantis qu'il y aura beaucoup moins d'individus dangereux dans le paysage, puisqu'ils vont forcément se retrouver en prison très vite. Là, aujourd'hui, les policiers arrêtent des gens qui sont déjà 20 fois, 30 fois, 40 fois condamnés. Donc c'est complètement impensable. À un moment, il faut sévèrement. Encore une fois, c'est une petite minorité ultra criminogène qui pourrit la vie de ce pays. Et s'ils étaient sévèrement, si le crime était beaucoup plus coûteux qu'il ne l'est, on aurait beaucoup moins de problèmes. Donc ça passe aussi évidemment par un plan de reconstruction de prisons, la fin de l'impunité carcérale, parce qu'aujourd'hui les prisons sont carrément les bases des trafiquants. Ils organisent leur petit trafic depuis la prison, ils se rencontrent ici. Enfin, c'est assez catastrophique. Et il faudrait évidemment aussi accompagner les condamnations de mesures d'expulsion systématiques, que les OQTF soient appliquées. Et ça, on sait qu'on en est extrêmement loin. 6% d'application. 6%. Juste Laurent Berton, vous allez écouter, quand Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, est allé à Rennes, il y a une habitante qui l'a interpellé. Ça résume beaucoup de choses. Écoutez. Je fais à manger, j'entends une rafale de mitraillettes. Vous vous rendez compte? Je croyais que c'était la télé. J'appelle mon mari, ça criait. Je dis non, c'est ici. Et à partir de quand vous avez vu la situation se dégrader? Ça fait 6 mois que ça arrête. Ah là, ça fait depuis 6 mois, là, ça n'arrête pas. Ce soir, une fois, il y avait des gens avec des machettes hautes comme ça qui sont sortis d'une voiture. Et c'est des gens que vous connaissez? Non, c'est des... Ils ont quel âge environ? C'est des jeunes, des ados? Des gens de couleur. Ils sont habillés en noir, c'est tous pareil. Ils sont toujours habillés pareil avec leurs pochettes. C'est que des étrangers et des jeunes. Il y en a, ils ont 13 ans, ils ont 14 ans. Ils ont des chaises, ils s'installent, ils appellent quand le fourgon passe. C'est que ça. Vous venez demain en jogging, vous vous cachez, vous allez voir comment on vit. Nous, on vit sur la peur.
Ma fille, elle m'appelle, elle a peur. Quel âge elle a votre fils? Ma fille, elle habille à peur de fille. Elle m'a dit, maman, déménage. Je ne peux pas déménager, moi, je ne peux pas. J'ai demandé un appartement au centre commercial, au CTS, un appartement, parce que mon mari a des problèmes de santé. Moi, j'ai des problèmes de santé actuellement. J'ai donné 2 ordonnances. On m'a dit, vous savez ce qu'on m'a répondu? Non, dites-moi. On m'a dit, excusez-moi, madame Collin, mais vous n'aurez pas d'appartement parce que la mairesse de Rennes a fait un contrat avec Paris pour les émigrés, était prioritaire. Voilà. Ah ben, j'y vive la France. Ouais, vive la France. Alors, vous avez entendu cela, Laurent Berton, tout y est, les machettes, les gens qui viennent, les 13-14 ans, mineurs, hein, accompagnés ou pas. Voilà, et puis évidemment, elle veut déménager, mais elle peut pas, hein, parce qu'elle n'est pas prioritaire. C'est quoi? C'est un résumé, un comprimé chauffé à blanc de ce qui se passe? Ah, mais elle a le courage d'avoir dit les choses, et de plus en plus je constate que les familles de victimes, par exemple la famille de Nicolas qui a été tué par balle devant cette discothèque de Valence, dit les choses, de dire ce n'est plus possible. Que font les autorités? Cet État qui est censé être le garant de notre sécurité, oui. à quel moment il a complètement renoncé à exercer ses mesures de rétorsion contre ces individus qui pourrissent le quotidien d'un pays entier. Aujourd'hui, voilà, les gens n'osent plus sortir, n'osent plus s'habiller de telle façon, n'osent plus envoyer leurs gamins à l'école parce que s'ils sont pas du bon quartier, ils risquent de se prendre des coups de machette. On parle de machette. Enfin, c'est vraiment, on est arrivé dans une situation qui est complètement délirante. On se retrouve avec des scènes dignes du tiers-monde et surtout cette espèce de passivité totale du pouvoir. J'ai pas entendu Macron s'exprimer sur la question depuis des lustres, et quand il le fait, ce sont toujours les mêmes phrases creuses. À un moment, il faut aller bien plus loin que ça. Et enfin, on comprend, on ne peut que comprendre cette colère populaire. Donc, si je vous comprends bien, on attend Trump? Mais alors, c'est clair que les citoyens qui vivent ça au quotidien vont vouloir un Bukele, un Trump, quelqu'un qui va outrepasser complètement ce qu'on appelle l'état de droit, les jolis principes, parce que on est dans une situation qui exige des actes très forts. Et voilà, donc il va falloir dénoncer un certain nombre de traités, réviser un certain nombre de traités européens. Voilà, par exemple, qui nous empêche, par exemple, d'avoir une forme de souveraineté migratoire. Donc il faudra faire valser tout ça, puisque la priorité quand même est de garantir la sécurité de nos concitoyens. Sinon, ils se la garantiront eux-mêmes. Et oui, c'est tout le problème de la légitime défense et jusqu'où elle va. Merci beaucoup Laurent Berton. Merci pour vos éclaircissements. Et vous pouvez réagir ou poser votre question en nous appelant au 0826 300 300.